Quand les Soviétiques ont vent de ce marché, ils sont fous de rage. Ils décident de suivre l'exemple du Mossad. Le KGB tente alors de soudoyer un pilote de Mirage libanais. Mahmoud Mattar se voit proposer 2 millions de dollars pour atterrir en Irak avec son Mirage. Le lieutenant Mattar feint d'être intéressé, mais s'empresse d'informer les services secrets de son pays. La tentative de recrutement se termine par un échange de coups de feu. Le Mirage, aux couleurs d'Israël, devait bombarder Beyrouth, marquant le début d'un putsch pro-soviétique. Le marché conclu entre Israël et les États-Unis avec le MiG va être la première étape tenue secrète d'une coopération remarquable. Depuis cette date, Israël a bénéficié d'une aide militaire américaine d'une centaine de milliards de dollars. Le prêt du MiG-21 aux États-Unis était classé secret absolu. Très peu de personnes étaient au courant de l'opération Have Donut. Have Donut est le nom de code ultra secret que les Américains ont choisi pour le MiG-21. Les vols d'essai ont lieu dans la zone 51, à Groom Lake. Les pilotes américains sont aussi surpris de ses performances que les Israéliens. Le 21 était un très bon jet, très maniable, supérieur à tout ce que nous possédions. Les États-Unis ont toujours eu une avance technologique sur l'Union soviétique, mais l'ennemi a maintenant une arme mortelle qui impose le respect aux pilotes. C'est amusant de piloter cet avion. Même à basse vitesse, on peut le faire tournoyer comme un jouet. Il est petit, on le remarque à peine. On peut se faufiler derrière son adversaire pendant les combats simulés. Un vrai plaisir. Comme les Israéliens, les Américains s'intéressent avant tout aux points faibles du MiG, pour pouvoir en abattre le plus possible au Vietnam. Quand ils ont considéré qu'ils en savaient assez, quelques officiers sont partis au Vietnam pour faire la tournée de toutes les bases et expliquer aux pilotes les secrets du MiG-21. On projette aux pilotes un film qui doit leur permettre de battre les MiG. Ils s'entraînent en simulation à vaincre l'ennemi. Mais les résultats sont décevants. Même si les Américains inscrivent à leur palmarès quelques jets ennemis de plus, ils ne parviennent pas à reprendre l'avantage. Ce sont surtout les vieux MiG-17 qui leur posent de sérieux problèmes. Certains disaient qu'ils avaient l'impression que le MiG était attaché à leur avion par un câble. Ils pouvaient faire toutes les manœuvres imaginables, l'autre continuait à leur filer le train. Il y en a qui ont comparé ça à un chewing-gum qui vous colle à la semelle. Mais le problème, ce n'est pas le MiG. La formation des pilotes américains et leurs tactiques n'ont pas évolué. Dans la hiérarchie, personne ne veut reconnaître avoir fait fausse route. On commence néanmoins, mais beaucoup trop tard, à chercher les raisons de ces échecs. Il recommande d'acquérir de vrais MiG pour que les pilotes de chasse puissent s'entraîner réellement. Pas avec un manuel, ni en écoutant une conférence ou en regardant un film. Les services secrets sont chargés de trouver des éléments susceptibles d'être achetés. Depuis le début de la guerre froide, des cohortes de fonctionnaires ne s'occupent que de ça. Car les transfuges volontaires, comme le Polonais Franciszek Jarecki, sont rares. C'est le premier qui soit passé à l'Ouest avec son jet. Qui plus est, c'était le jour de la mort de Staline, le 5 mars 1953. Ce jeune sous-lieutenant était le meilleur pilote de sa promotion. La sécurité polonaise veut le recruter. Mais Jarecki veut voler, pas espionner. Ses supérieurs ne se doutent pas qu'il prépare sa fuite depuis des semaines. Tous le prennent encore pour un héros du socialisme. Ils avaient placardé sur le mur de la caserne « Pilote, suivez l'exemple de Franciszek Jarecki ». C'était vraiment drôle. Jarecki profite d'un moment où il a le champ libre pour plonger en piqué avec son appareil. Il met plein gaz vers la côte et se dirige sur Bornholm, au Danemark.
J'ai entendu un pilote crier « 741 a pris la fuite ». C'était mon indicatif. Je me suis dit « Eh bien, bonne chance ». Mon colonel m'appelait par radio. « Frank, reviens. Frank, reviens. » Je lui ai répondu « Je vais chercher des médicaments pour le petit père Staline. » Des MiG polonais et soviétiques se lancent à sa poursuite, sans succès. Bornholm apparaît enfin à l'horizon. Jarecki a lu dans une revue polonaise qu'il y avait une importante base américaine sur l'île. Je suis arrivé sur l'île, j'ai pensé que les Américains allaient m'attaquer. Je me retournais sans arrêt, mais rien, personne. Je volais en zigzag pour éviter qu'ils ne me descendent. Il n'y avait personne, pas un seul Américain. J'ai survolé l'île en quelques secondes, il n'y avait pas de piste non plus. J'ai eu peur de m'être trompé de cap. Il n'y a effectivement pas d'aérodrome à Bornholm. Jarecki arrive quand même à atterrir sur un pré. Son MiG est intact. Quelques paysans s'en approchent, n'en croyant pas leurs yeux. Je suis sorti de l'avion et j'ai dit « Communiste, caput, asile s'il vous plaît ». C'est tout. La fuite du pilote polonais déclenche l'alarme. Le réseau communication du service secret de l'US Air Force fait la preuve de son efficacité. À Wiesbaden, le colonel Dan Gareri est immédiatement informé. On centralisait toutes les informations de ce théâtre d'opération. C'était notre boulot. Un seul mot de code suffit à Gareri. Blue Fly. À Wiesbaden, une opération préparée de longue date commence. Tout l'équipement était prêt. Le matériel photographique aussi. Il n'y avait plus qu'à tout emballer et l'embarquer à bord. Et on est parti. Gareri et son équipe ne disposent que de 7 jours pour leurs investigations. Le gouvernement danois a promis aux Polonais de leur rendre le MiG en bon état. Gareri le fait démonter dans un endroit sûr, à l'abri des regards. Ces spécialistes travaillent 24 heures sur 24. Pendant ce temps, des agents britanniques ont emmené Franciszek Jarecki à Londres. Une commission d'experts est chargée de l'interroger. Il vole avec des pilotes de la Royal Air Force sur des avions britanniques. Le Royaume-Uni veut en savoir plus sur la formation et la tactique de l'armée de l'air polonaise. L'appareil de Jarecki est un MiG-15, la dernière version. Gareri est enthousiaste. Primo, on a découvert un nouveau réacteur. C'est une bonne prise pour Gareri. Son équipe réalise des moulages en plâtre des pales de turbine et teste le réacteur. Franciszek Jarecki émigre aux États-Unis. Arriving by commercial airliner in New York, Polish jet pilot Lieutenant Francis Jarecki, who fled the Iron Curtain in a new Russian MiG-15, making world headlines when he landed on a Danish island. But Jarecki, here marching in Chicago's Polish Constitution Day parade, received no reward for his delivery of a MiG, no reward save the right to democracy's ploy. Mais des agents des pays de l'Est menacent la sécurité de Jarecki. Peu de temps après, il est suivi par une limousine noire. Je me suis arrêté et la voiture est arrivée par derrière. La vitre était baissée. J'ai vu un manteau ou une veste et pan. Juste avant, je m'étais penché un peu en arrière et la balle m'est passée sous le nez. Cette tentative d'assassinat fait la une des journaux. Elle ne sera jamais élucidée. Sa mort aurait fait réfléchir les autres, car Jarecki fait des émules. En juin 1953, le pilote de chasse roumain Mihail Diaconu s'enfuit avec un Jak-23 en Yougoslavie. Il veut y demander l'asile politique pour pouvoir ensuite émigrer aux États-Unis.